L'histoire des pompiers en Nouvelle-Calédonie est récente. Pourtant, le feu est un élément important dans la culture mélanésienne. L'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire mettre le feu à la nature pour la fertilisation des sols et créer des espaces cultivables, est une pratique ancienne. Aujourd'hui, le service des sapeurs-pompiers ne se limite pas à éteindre des feux. Cependant, nous allons remonter dans le temps et tenter de comprendre comment était gérée cette ressource avant, pendant et après l'arrivée des Européens sur le territoire. Ah, vous arrivez. Ah, vous arrivez bon. enfin. Ça va bien, ça va. Vous arrivez, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de regarder. Ça va, mon frère? Je m'appelle Richard Koenigé. Alors, moi, j'étais dans les pompiers de Paris de 79-80. Et puis après, en 80, je suis rentré à la flottille, aux pompiers de Nouméa, et jusqu'à 2011. Et 2011, je suis parti à la retraite. Avant, c'est avec le feu qu'on nettoyait ou qu'on faisait un espace pour tout ce qui est agriculture et pour faire nos champs, quoi. Je suis Monsieur Lavigne-Yannick. Voilà, j'ai fait ma carrière de sapeur-pompier où j'ai fait 37 ans de carrière. Et ayant commencé ma carrière donc, au pompier de Paris, je ne connaissais pas trop les feux de brousse. J'ai appris ici, en arrivant en Calédonie, surtout avec les Calédoniens et puis les Mélanésiens, surtout de Lifou, parce qu'à l'époque, quand je suis rentré, il y avait beaucoup de Mélanésiens de Lifou, qui étaient donc au pompier à Nouméa. Et c'est là où j'ai découvert les feux de brousse, parce que j'étais novice, je ne connaissais pas trop. Et c'est eux qui m'ont appris ce que c'était un feu de brousse et surtout comment intervenir, parce que c'est depuis tout petit qu'ils connaissent les feux. Ils savent se servir du feu, protéger leur environnement. Ils ont l'habitude de nettoyer le champ, de faire un périmètre de sécurité, comme on dit, bien nettoyé pour pas que le feu puisse se propager. Et je vois personnellement sur les îles, quand ils font les feux, ils ne font pas ça en pleine journée, quand il y a 15-20 nœuds de vent. Ils attendent le coucher de soleil, quand le vent baisse et puis qu'il fait un peu plus frais. Et puis c'est là où ils font brûler les tas de déchets qu'ils ont, quoi. Il nous arrive aussi des fois d'avoir des incendies, mais on a des techniques aussi pour justement arrêter l'incendie avec les moyens qu'on a. D'ailleurs, les techniques aujourd'hui reviennent sur les techniques d'avant. Sur nos ancêtres, ils faisaient les contre-feux pour pouvoir éteindre un incendie. Et maintenant, les techniques d'aujourd'hui reviennent sur ces méthodes-là. Voilà. Mais on vit avec le feu. Confié aux soldats de la caserne d'infanterie, le gouverneur Guillain tente d'organiser les premiers secours contre les incendies à Nouméa en 1869. Après un incendie ravageur en octobre 1878, le conseil municipal interdit les maisons en bois. En 1880, une commission est créée pour réduire les risques et 2 ans plus tard, seules les constructions en matériaux incombustibles sont autorisées. En 1883, on envisage un corps de pompiers volontaires, mais faute de moyens, la gestion reste chaotique. Des commerçants commencent à financer les pompiers pour leur travail de nuit et le conseil municipal doit organiser des exercices réguliers pour maintenir leur motivation et vérifier le bon fonctionnement des équipements. En avril 1895, une section militaire de pompiers est créée pour gérer les équipements municipaux, mais des problèmes de comptabilité publique surviennent en 1922, rendant la situation encore plus compliquée. Tout change le 12 mars 1942. 17 000 Américains débarquent à Nouméa pour y établir une importante base aérienne. Ils installent une caserne de pompiers sur les quais de la rue Jules Ferry pour protéger les installations stratégiques.
En 1946, Nouméa reprend ses installations. Édouard Dalmaillarque crée une brigade de lutte contre l'incendie, utilisant les équipements laissés par les Américains, qui serviront pendant près de 20 ans. La commune n'avait pas de pompiers, hein. C'était à l'arrivée des Américains, les Américains qui ont mis en place ce genre de... les pompiers, et puis la mairie après a pu bénéficier après au départ des Américains des véhicules, du matériel des pompiers américains. Et puis en même temps, c'était à la flottille qui était installée la caserne des pompiers américains. La flottille, c'était les 2001 là, des Américains, là, quand ils sont arrivés, qu'ils ont construit là, le long des quais. Là. Et donc ces 2001-là sont restés en place et ça a été le premier centre de secours, enfin, premier centre de secours, oui, le premier endroit où étaient donc les sapeurs-pompiers. Je m'appelle Guépi Danilo, j'ai une carrière de sapeur-pompier pendant 41 ans. Et moi, je suis arrivé le 2 février 1982 à Nouméa lorsque j'ai été recruté avec 5 autres collègues. La flottille, c'était... Moi, j'ai pas peur des mots, hein, c'est ce qui était à l'époque. Hein. C'était un bâtiment qui était, on va dire, délabré. Hein. Et puis, on était... une trentaine de personnes à loger, enfin en tout réparties en 3 équipes. Des fois, on n'avait pas tous des matelas. Et puis les matelas, ils n'avaient pas d'alaise et on dormait comme ça. Et on n'avait pas tous des lits et on s'adaptait à dormir comme ça. Je m'appelle Philippe Orsez, maintenant j'ai 69 ans. J'ai commencé ma carrière en 1972. Je suis venu à Nouméa pour prendre le poste de responsable de la brigade de lutte contre l'incendie de la ville de Nouméa. Quand je suis arrivé donc en 78-79, la flottille c'était une villa avec 2 2001. Les camions étaient dans les 2001, les pompiers ils dormaient dehors et derrière les véhicules. Il y avait un bureau, c'était très rustique. Je m'appelle Petelo Tangitia. Je suis né à Wallis. Et sinon, dans ma carrière de pompier, j'ai commencé les pompiers de Paris en 1980. Et j'ai intégré les pompiers de Nouméa le 1er février 1982. Quand on est arrivé les premiers jours, quand on nous a dit, voilà, vous allez être avec le responsable, c'était l'adjoint à Philippe, Daniel Zawarski. Il a dit, bon, allez, on va aller vous habiller. Ok, d'accord. Nous qui venons de Paris, on se disait, allez, on va avoir des bottes, des tenues de pompiers de Paris avec des casques brillants. Allez, ok. On est parti chez un fournisseur du COS, on nous a donné des bleus de travail. Même moi, personnellement, j'étais un peu, pas choqué, mais un peu, ah, c'est ça nos tenues? Oui, c'est ça vos tenues. Ok. Puis derrière, on a suivi, on a été à la maison de l'agriculture. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la maison de l'agriculture? On va aller chercher vos bottes. C'était les bottes des cavaliers, là, ceux qui montaient à cheval. C'était ça nos bottes de travail. Nous, on est arrivés de Paris, on avait déjà une autre vision des tenues sécuritaires pour nous, les pompiers. Et après, quand on arrive là, on dit non, voilà, vous avez un casque, vous avez une veste, mais vous échangez la même veste, quand vous tournez dans la même équipe. Après, nous, on s'adaptait. Moi, ce temps-là, on arrivait d'un monde où on avait ça. On arrive dans un autre monde, on n'a que ça. On fait avec ce qu'on a. Il y a eu quand même du matériel qui a été acheté. Il y avait deux camions de pompiers, plus une échelle et une voiture légère. Puisque moi, quand je suis arrivé, j'avais une voiture légère. Mais ça a mis... Je n'ai pas de date précise, mais ça a mis du temps pour compléter le matériel des Américains qui commençait à vieillir. Hein. En 1967, les choses ont évolué parce qu'on est passé dans le système français, on a abandonné le système américain, où on est passé sur les normes françaises.
Et c'est à partir de ce moment-là où les choses ont commencé à évoluer, mais elles ont évolué au rythme de la Calédonie. Hein. Ça a évolué, mais lentement. Il y a des moyens incendies qui ont été achetés aux normes françaises, l'échelle qui a été achetée. Il y avait le directeur général des services techniques qui s'appelait M. Chotzko, avec son adjoint M. Loud. C'est eux qui ont fait la démarche donc, pour faire venir tout ce matériel. Alors, par la suite, après, c'est par l'arrivée de certaines personnes qui sont arrivées en Calédonie, qui avaient déjà été pompiers en métropole, soit à Paris, soit marins-pompiers à Marseille, qui sont arrivés et qui, avec leur expérience, ont pu faire évoluer un peu le système quoi, au niveau des pompiers. Déjà avec la création de la caserne Lucien Parent. Là, qui croise les bras ici. Danilo en bas. Danilo en bas. Lucien Parent, c'était quelqu'un de ce que je sais, de ce que l'on m'a dit à l'époque. Il avait été dans la marine nationale, et il était pompier sur les bateaux quand il a fait son service militaire. Et à partir de là, donc, il avait un peu la fibre pompier. C'est lui, c'est pour ça qu'il a fait ce métier. Après le départ des Américains, ça a été le premier chef. On a perdu combien de personnes là-dedans? En 1983, lorsque la caserne a été inaugurée, la caserne Lucien Parent, hein, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé déjà la vie au sein de la caserne, parce qu'on avait des chambrées adaptées aux personnes. On était 4 par chambrée. On pouvait être 4 au maximum par chambrée. On avait un réfectoire, on avait une salle de repos, on avait des remises pour le matériel, pour les véhicules qui étaient adaptés. On avait des endroits spécifiques pour les entraînements. On avait, on ne va pas dire qu'il y avait tout, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient utiles au métier de sapeur-pompier et notamment à la mise en place, aussi bien même pour les formations aussi. C'est quand on est rentré dans la nouvelle caserne qu'on est passé en 24-48. Et sinon, en 81, au début 81, ils tournaient entre 72 heures de garde, c'est-à-dire de présence, et ils avaient 72 heures de repos, parce qu'ils tournaient en 2 équipes. Et après, au fur et à mesure de l'évolution des choses, ils ont recruté du monde, et derrière, l'objectif, c'était de passer de 48 heures à 24 heures de repos. Et après, vu qu'ils étaient que toujours 2 équipes, donc ils faisaient 48-48, c'est-à-dire 2 jours de garde sur place et 2 jours de repos à domicile. En 1986, après donc, les tractations avec les syndicats et autres, on est passé réellement au service 24-48. 24 heures de garde pour 48 heures de repos. C'est le service que font les pompiers en métropole et c'est le service que font tous les pompiers qui ont été créés depuis en Calédonie. L'emplacement, c'était parfait parce qu'il y avait la police pas loin. À l'époque, on n'est pas loin de la police, c'est le centre-ville. Nouméa, il n'y avait pas tous ces lotissements maintenant qui sont autour. Et c'était assez facile de desservir toute la ville de Nouméa et de partir aussi sur les zones extérieures. Surtout pour pouvoir desservir Lance-Vata, Val-des-Colons. Hein, il était un petit peu au centre, alors que sur la flottille, il était plus au parti nord. Quoi. Parce que c'était la période aussi où il y a eu des événements, Donc il fallait lier. C'est là où il y a eu plus de personnel embauché. Et c'est là qu'on a eu aussi plus de matériel. On a eu un certain nombre d'achats de matériel, mais qui ont été échelonnés, on va dire. Ça n'a pas pu être fait du jour au lendemain parce que tout a un coût. Et puis le problème de la Calédonie, c'est lorsque vous voulez du matériel spécifique, c'est une commande, c'est une fabrication, c'est un délai de transit entre la métropole et la Calédonie. Ça prend toujours du temps, mais après les choses ont aussi évolué favorablement. Les pompiers, on a l'habitude, nous on avance par incident. Il y a eu le feu de confort du logis dans les années 70, on a eu du matériel. À chaque fois qu'il y a des gros feux, derrière, les rapports sont faciles à faire.
Il y a eu le feu de Butte, le feu de Koekara. Chaque fois qu'il y a des gros feux, quand vous faites une demande de budget ou une demande de personnel, c'est normalement accepté. En 1992, le magasin Barreau, lorsqu'il a brûlé, c'est à l'issue d'émeutes qu'il y a eu sur la ville de Nouméa, et c'est comme ça que le magasin a été incendié, l'ensemble du complexe a été incendié. Moi, je n'étais pas de permanence, mais je suis arrivé en renfort pour soutenir les sapeurs-pompiers et intervenir. Et ça a été un moment difficile. Il n'y avait pas encore des volontaires, puis nous, on venait en renfort. Ce feu-là, il a duré à peu près 3-4 jours, hein, l'extinction. Hein. Au moins 4 jours d'extinction. Hein. Je me rappelle qu'on avait été sur-pantalons, mais les sur-pantalons qu'on avait dans chaque véhicule, c'est pour les 4 bonhommes qui étaient dedans. Mais on était équipés de matériel, ce que nous on appelle des appareils respiratoires isolants, c'est les bouteilles que l'on a dans le dos pour pouvoir accéder dans les fumées. Et on n'en avait pas suffisamment. Et ça a été il y a eu un mouvement de grogne à l'issue de ça, des sapeurs-pompiers. Et c'était M. Lec qui était le maire et M. Daniel Laborde qui était sa première adjointe, où on s'est entretenu avec eux et où ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir du matériel adapté pour éviter de retomber dans ce genre de situation. Et ensuite, en 2005, lorsqu'il y a eu le grand incendie de la montagne des Sources, hein, ça a été une catastrophe pour la nature. Hein. Parce que bon, on était sur la limite Mont d'Or et puis d'Imbéa, c'est le bassin versant des réserves d'eau du Grand Nouméa. Et sur cette opération-là, on a eu l'ensemble des pompiers de Calédonie qui se sont impliqués, hein, que ce soit du nord, de la côte est, de la côte ouest du Grand Nouméa, qui sont venus pour essayer de traiter cet incendie. Ces feux nous ont permis de signer des conventions avec l'État, avec les compagnies d'hélicoptères, pour qu'ils aient... Parce que les hélicoptères, ils n'étaient pas de garde automatiquement. Parce que quand vous mettez une équipe de garde, ça coûte des sous. Donc à partir de là, il y a la sécurité civile, tout ça, on a tout mis dans un bon pochon et on a réussi à signer des conventions. Et donc maintenant, vous avez 2-3 hélicoptères qui sont en permanence prêts à partir. Jusqu'en 1995, la seule caserne qu'il y avait, c'était la caserne de Nouméa, hein, qui était située au début à la flottille, puis le centre de secours Lucien Parent au centre-ville. Le centre de secours de Nouméa intervenait sur l'ensemble du Grand Nouméa, d'Imbéa, Mont d'Or, Païta et Nouméa, son secteur, bien entendu. Et nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises hein, d'intervenir sur d'Imbéa pendant 2 jours, sur des feux de brousse, et où on intervenait, on restait sur zone et puis on faisait avec les moyens que l'on avait, les moyens du bord. Et 95, ça a été le début, on va dire, de l'évolution des sapeurs-pompiers, même si ça a pris un peu plus de temps. Il y avait déjà une petite structure à Bourail, mais à Bourail, c'était géré par des bénévoles. C'était des bénévoles sous une association. Et après, Mont d'Or, avec M. Frogier, et d'Imbéa avec M. Marant, où on a fait un peu, comme moi, mes gars ils venaient, on faisait conseiller technique pour savoir qu'est-ce qu'il fallait comme personnel, pour former les gens, et on allait sur place, quoi. Ça a commencé à faire un boule de neige. Bon, c'est une boule de neige au soleil, mais une boule de neige qui a quand même progressé et puis qui a fait évoluer les sapeurs-pompiers sur l'ensemble de la Calédonie, même s'il y a beaucoup de communes où il manque encore des centres de secours. Moi, Danilo, Képi et Pételo, on était à la caserne, on était les 3 premiers à partir, quitter le centre de secours de Nouméa pour pouvoir travailler dans ce centre-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile, étant donné qu'à Nouméa,
on avait les professionnels, on a une organisation qui était... Tandis que quand on arrive à Thio, on n'a personne, on n'a que des volontaires. Je suis parti à Thio en 2007. Quand je suis arrivé à Thio, la difficulté que j'avais, c'était je me retrouvais seul avec peu de moyens, que ce soit du moyen matériel ou du moyen humain. Et après, mon objectif, c'était d'aller voir les gens pour essayer de les motiver pour venir, pour être pompier, parce qu'être pompier là-haut dans la commune, ça ne les intéressait pas du tout. Et quand j'étais formé les pompiers à Wailou, ça passait bien. À mon retour de cette formation, je revenais avec mon petit 4x4 avec des régimes de bananes, des tarots, voilà, de la viande de cerf. Voilà, c'est la coutume, c'est la tradition, on veut dire, c'est la tradition. Voilà. Les gens sont contents de ce que tu fais, ils veulent te rendre le bien que tu as pu partager avec eux. Là, c'est des bonnes expériences. Le métier de pompier, c'est pas simplement vouloir éteindre le feu. Il y a de l'humanisme à travers tous ces contacts, à travers toutes ces passerelles qui nous permet d'être bien déjà dans notre peau et dans notre cerveau. Et c'est dire, voilà, le métier de pompier, il est là aussi. Il est dans ce partage. L'avantage de Nouméa, c'est qu'il y avait beaucoup d'officiers de métropole qui nous amenaient leur savoir. C'était une chose primordiale. Donc on a eu des pompiers qui sont venus du Var, des pompiers qui sont venus de Lyon. Ils nous ont amené tout le savoir-faire sur les feux de forêt, sur les feux de maison. Et les formations qu'ils faisaient à Nouméa, après, quand ça partait sur Lifou, sur Thio, sur Dimbéa, sur les autres casernes, ils avaient la même formation de base. Tous les pompiers qui sont venus en 83, 82, 81, Richard, Pétello, Danilo Guépi, Chambon, Chitoussi, tout cela, c'est les anciens qui ont été à la brigade à l'époque, qui ont pris des chefs de corps. La vigne à Lifou. Dans les îles, il n'y avait aucun centre de secours. Hein. Donc après, c'est grâce à une association entre la ville de Nouméa et la commune de Lifou qu'ils ont créé donc, ce centre de secours. Donc les conventions ont été signées en 2007. La construction de la caserne, l'achat des véhicules, du matériel, le recrutement des sapeurs-pompiers, parce qu'il n'y avait pas de sapeurs-pompiers là-bas. Donc le recrutement, la formation. Et donc le centre de secours a ouvert ses portes en 2009. J'ai été recruté donc en janvier 2011 en tant que responsable du centre de secours de Lifou. Voilà. Donc quand je suis arrivé, effectivement, on n'était pas nombreux, on était 6. Et petit à petit, on a pu recruter des pompiers volontaires, on a pu former et embaucher des pompiers professionnels. Donc quand je suis parti, au bout de 12 ans, on est passé à 4 professionnels et 25 sapeurs-pompiers volontaires. Donc l'évolution est bien montée en puissance. L'école de formation qui a été formée en 2005, c'était le summum pour les pompiers. Maintenant, tous les pompiers ont la même formation, qu'ils soient de Poindimier, de Yengen, de Belep ou de Thio. Ils sont tous obligés de passer par l'école de la sécurité civile. Tous les pompiers sont devenus professionnels et volontaires avant. 87. Avant 87, en tout 87, on est passé pompier professionnel. Mais en 2005, il y a eu les textes qui ont été mis en place par le Hossaria. Et les textes, donc maintenant, avec l'école, tout le monde doit être formé. Et l'examen que les pompiers passent ici, c'est exactement le même qu'en métropole. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a retravaillé sur l'ancien statut qui a été mis en place en 87. Pour dire, là, maintenant, on a une structure qui permet de former des pompiers, qui leur donne des compétences locales. Et ces compétences locales correspondent aux compétences métropolitaines. Pour que ces compétences locales soient validées dans le statut et donner l'évolution de carrière. Ce nouveau statut
a été remis en place en 2008. Suite à tous ces travaux, il y a eu la création de la DSCGR En 2014. en 2014 pour gérer tous les pompiers et tout ce qui est sécurité du public. En 7 ans ou 8 ans, on a réussi à monter quand même une structure avec des moyens matériels et liés aux différents risques que l'on pouvait trouver sur la Calédonie et des moyens aussi humains qui étaient plus conséquents que ce qu'il y avait. Mais comme moi je l'ai dit, lorsque je suis parti en 2021, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une évolution et puis je peux croiser que les doigts, c'est pour qu'il y ait une territorialisation des moyens d'incendie et de secours sur l'ensemble de la Calédonie pour qu'un citoyen qui se trouve à Nouméa ou qui se trouve à Ouégoua, les mêmes secours qui puissent lui être apportés dans tout point de la Nouvelle-Calédonie.